Bienvenue à True Crime avec Christina. Petit avertissement, l'épisode de ce soir contient des descriptions extrêmement graphiques de violence, d'agressions sexuelles et de meurtres. Ce soir, on prend l'avion et on s'en va à Fort Smith, dans l'État de Arkansas aux États-Unis. C'est une petite ville tranquille, mais dans les années 90, la ville a été marquée par une série de meurtres si violents que même les enquêteurs les plus expérimentés ont eu du mal à dormir après avoir vu les scènes. Le tueur, un homme en apparence sans histoire. Son nom, Charles Ray Vines. C'était un père de famille, un voisin qui t'apportait des légumes une fois de temps en temps, mais en cachette, c'était un violeur nécrophile. Voici l'histoire du River Valley Killer. Alors, qui était Charles? Il est né en 1961 à Fort Smith. Il a grandi dans une famille modeste. Son père était souvent absent. Non pas parce qu'il voyageait, mais parce qu'il faisait des longs chiffres de travail dans une usine à l'extérieur de la ville. Et selon certaines sources, apparemment qu'il passait aussi beaucoup de temps dans les bars. Il rentrait tard le soir, il partait tôt le matin. C'était un homme typique des années 60, très froid, distant de sa famille. Il n'a jamais été vraiment impliqué dans la vie de Charles. Sa mère, quant à elle, elle travaillait dans une usine textile. C'était une femme épuisée par le poids de la vie. Elle n'était ni chaleureuse ni particulièrement sévère, mais très absente émotionnellement. Elle trouvait son fils très étrange. Charles n'a jamais été officiellement accusé d'abus envers des membres de sa famille, mais il y avait des histoires qui se racontaient dans le village qu'il avait violé ses sœurs pendant des années. Il y avait d'autres rumeurs aussi, apparemment, qu'il regardait les petites filles du voisinage d'un drôle de regard. Aussi, ça a l'air qu'il tuait des chats puis qu'il restait enfermé des heures dans son cabanon. Les parents disaient à leur enfant: Hey, ne t'approche pas de la maison des Vines. Sa famille allait rarement à l'église, puis dans ce temps-là, c'était vraiment un péché. Il était vu comme bizarre dans une ville où presque tout le monde se retrouvait à la messe le dimanche. Charles, lui, à l'école, il était distant avec tout le monde. Il parlait peu, il avait de la difficulté à se faire des amis et semblait vivre dans sa bulle. Maintenant, on va parler des agressions, des meurtres pendant quelques minutes. Donc, si c'est quelque chose qui vous rend émotif, vous pouvez avancer de quelques minutes. Le 10 avril 1993, Lily Jones, une dame de 89 ans, vivait seule dans une petite maison modeste. C'était une femme douce, discrète, qui allait à l'église à chaque dimanche. Elle a passé sa vie dans la même communauté. Malgré son âge avancé et des problèmes de vision, elle tenait quand même à être autonome et vivre dans sa maison. Ce soir-là, alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher, Charles s'est introduit par infraction dans sa maison. Il l'a attaquée brutalement, lui a donné des coups de poing au visage, jusqu'à temps qu'elle tombe par terre et qu'elle se cogne la tête. Il lui a brisé plusieurs os au visage et par la suite, il l'a violemment violée. Malgré l'horreur, Lily est restée consciente pendant une bonne partie de son attaque. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont été horrifiés par la scène. Le matelas était imbibé de sang. Il y avait des touffes de cheveux un peu partout à terre. Il y avait des éclaboussures de sang jusqu'au plafond. C'était vraiment une scène d'horreur. Lily avait le visage méconnaissable, enflé. Son nez et ses pommettes étaient entrés vers l'intérieur de son visage. Elle avait de profondes lacérations aux jambes, des hématomes partout sur le corps et des déchirures vaginales sévères. Malgré tout, elle a survécu à l'attaque. Mais après ça, évidemment, elle n'a jamais été la même. Elle a vécu encore quelques années après ce cauchemar. Elle est décédée en 1999 à l'âge de 95 ans. Depuis l'attaque, elle vivait dans une peur constante. Elle souffrait de douleurs chroniques et avait développé des troubles de stress post-traumatique. Son regard, selon ses proches, était devenu absent, brisé. Elle a dit aux policiers que Vines
avait un regard vide pendant l'agression. Il était juste un monstre. Quelques mois après l'attaque de Lily Jones, le 23 juin 1993, une autre femme innocente allait croiser le chemin de Vines. Cette fois, sa victime s'appelait Juanita Wofford, une dame de 58 ans qui vivait encore une fois seule dans sa maison, dans un petit quartier tranquille près de Fort Smith. Juanita, c'était une femme chaleureuse, gentille, toujours souriante apparemment. Elle avait travaillé pendant des années comme infirmière auxiliaire avant de prendre sa retraite. Elle aimait jardiner, passer du temps avec ses petits-enfants et elle allait souvent à l'église. C'était une femme sans histoire qui ne méritait en rien ce qui allait lui arriver. Dans la nuit du 22 au 23 juin, Charles s'est introduit par infraction chez elle. Il l'a battue sauvagement dans son lit. Les coups étaient si violents qu'elle avait le crâne fracturé à plusieurs endroits. Il l'a violée pendant qu'elle était encore en vie et par la suite, il l'a tuée. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est que Vines a quitté les lieux et est revenu plus tard pour la violer encore après sa mort. Une nécrophilie confirmée plus tard par le médecin légiste qui a trouvé des traces évidentes d'agression sexuelle post-mortem. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont été bouleversés par la scène. Certains enquêteurs, pourtant habitués aux scènes violentes, ont dit qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils ont vu ce jour-là. Le corps de Juanita était étendu dans son lit, complètement nu, les bras écartés vers le haut. Encore une fois, son visage était méconnaissable. Il avait du sang partout, sur les draps, le plancher, les murs. Une vraie scène de film d'horreur. Un des détectives a même murmuré « C'est l'enfer sur Terre ». Vines avait pris le temps de fouiller la maison au complet. Il avait même mangé dans la cuisine avant de repartir, comme si de rien n'était. Il n'avait laissé aucune trace évidente, mais l'horreur de son geste allait marquer les enquêteurs pour le reste de leur vie. 2 ans après le meurtre brutal de Juanita, Charles a encore frappé. Le 10 août 1995. Cette fois, sa cible s'appelle Ruth Anderson, une femme de 74 ans qui vivait seule depuis la mort de son mari. Encore une fois, dans une petite maison bien rangée du quartier résidentiel de Fort Smith. Ruth, c'était une femme douce, réservée, qui passait ses journées à lire des romans, à tricoter et à s'occuper de ses plantes. Elle avait élevé 3 enfants, dont un fils qui venait la visiter chaque dimanche. C'était une femme aimante, respectée par son voisinage. Dans la nuit du 10 août, le mal a frappé à sa porte. Charles avait déjà repéré Ruth, ça faisait un petit bout. Il l'observait depuis des semaines. Il savait qu'elle vivait seule, qu'elle avait des habitudes bien précises et qu'elle ne verrouillait pas toujours sa porte en arrière. Cette nuit-là, il est entré sans faire de bruit. Il s'est approché de Ruth pendant qu'elle dormait et il l'a attaquée sans pitié. Elle a été poignardée à répétition dans le torse et dans son cou. Il a utilisé un objet lourd, probablement une lampe ou un bureau ou quelque chose de très pesant, pour lui fracasser le crâne. Les enquêteurs ont dit que les blessures à sa tête étaient si profondes que l'arme avait laissé des éclats de bois dans le cuir chevelu. Une fois Ruth morte, Charles a violé son cadavre. Il est ensuite resté un moment dans la maison. Il a fouillé dans ses tiroirs. Il a volé une vieille montre en or, une photo de famille encadrée et quelques petits objets sans grande valeur. Les policiers qui ont étudié les 3 scènes de Lily, Juanita et Ruth ont commencé à remarquer des similitudes. Il avait une signature dans chaque crime, une méthode précise, froide, calculée. Ce qu'ils avaient remarqué, c'est que dans les meurtres, il n'y avait aucun geste de panique, aucun désordre inutile. Il frappait rapidement, sans laisser de traces. Il ne laissait presque jamais d'empreintes, ce qui les a encore plus troublés. Il connaissait ses victimes. Il observait leur allée et leur venue. Il savait quand elle était seule
Il attendait que la nuit tombe, puis il passait à l'attaque, comme un chasseur patient, mais sans aucune pitié. Avant que Charles soit arrêté en l'an 2000, la police croyait avoir résolu le meurtre de Juanita. À l'époque, l'affaire semblait bouclée, mais derrière cette résolution se cachait une erreur judiciaire tragique. Peu après la découverte du corps mutilé de Juanita, les enquêteurs ont mis la main sur un homme nommé Danny Bennett, un gars du coin connu des services policiers pour des petits délits liés à la drogue. Toxicomane, instable, souvent vu errant dans les rues de Fort Smith, pour la police, c'était le suspect idéal. Pas parce qu'il avait des preuves solides, non, mais parce qu'il faisait tache dans le décor. Sous pression intense, pendant des heures d'interrogation sans avocat, sans repos, Danny a fini par signer une confession, une déclaration floue, confuse, qui reprenait mot pour mot certaines informations que les enquêteurs lui avaient soufflées eux-mêmes. Il était à bout, il voulait juste que ça arrête. Et ça a marché pour les policiers. L'affaire était close. Danny a été arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il a passé plusieurs années en prison, traité comme un violeur et un tueur de femmes âgées. Il s'est fait battre à plusieurs reprises par d'autres détenus. Personne ne voulait l'écouter. Même ses appels à l'aide tombaient dans le vide. Mais à l'an 2000, après l'arrestation de Charles, les choses ont changé. Grâce à des tests d'ADN modernes, les autorités ont comparé l'ADN de Vines à celui retrouvé sur les scènes du crime, dont celle de Juanita. Et le résultat a été sans appel, donc Danny Bennett était innocent. Il n'y avait aucune trace de son ADN sur la scène, même pas un cheveu, pas une goutte de sang, rien du tout. C'est dans le documentaire Snap qu'on apprend toute la vérité. On y voit les conséquences dévastatrices de cette erreur judiciaire. Comment la vie de Danny a été brisée par un système pressé de clore un dossier. Il y a aussi des extraits de sa libération où on le voit sortir de prison. Tu vois que les mains tremblantes, il est incapable de croire qu'il est enfin libre. Et le plus dur dans tout ça, c'est que pendant que Danny Bennett croupissait en prison, Charles, lui, a continué à tuer. Pendant des années, il a échappé à la justice, laissant derrière lui une série de crimes atroces. Mais en mars l'an 2000, son règne de terreur a pris fin de manière brutale. Ce soir-là, Vines a décidé d'attaquer sa petite voisine de 16 ans. C'était la fille d'un ami de la famille. Vines s'était introduit chez elle et l'avait agressée sexuellement. Il l'a poignardée à plusieurs reprises. Heureusement, ses parents sont entrés dans la maison pendant l'attaque. Son père, alerté par les cris, est intervenu immédiatement. Il a maîtrisé Charles jusqu'à temps que les policiers arrivent sur les lieux. Au poste de police, Charles est resté calme, presque trop calme. Puis là, il s'est mis à parler. Il a avoué tous ses meurtres, ainsi que l'agression de Lily Jones. D'un ton plat, sans remords, il a dit « Je savais qu'un jour ça allait sortir, mais j'en avais besoin. Quand je le faisais, je me sentais vivant. » Les enquêteurs ont décrit leur entrevue avec lui comme l'une des pires moments de leur carrière. Un détective a dit « Ce gars-là, c'est pas juste un meurtrier, c'est un monstre. Puis un monstre qui aime ça. » Grâce à son arrestation, la vérité sur ses crimes a enfin été révélée, mettant fin à des années de peur et d'incertitude dans la communauté. Pour éviter la peine de mort, Charles a plaidé coupable à 3 meurtres avec une agression. Il a reçu 3 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il a passé près de 20 ans dans une unité de sécurité maximale. En prison, il était froid, solitaire, il ne parlait pas à personne. Il n'a jamais exprimé de regrets, même pas dans ses dernières années de vie. Les gardiens disaient qu'il restait assis, les yeux dans le vide, à fixer le mur pendant des heures.
En mémoire des victimes, Juanita, Ruth, Lily, 3 femmes âgées, seules, qui méritaient de vivre paisiblement. Elles ont été détruites par un homme que personne ne soupçonnait. Un père, un voisin, un tueur. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Crime avec Christina. Si vous voulez voir les photos d'archives de l'affaire, vous pouvez aller sur le site Oxygen ou Southwest Times. D'ici au prochain épisode, prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert.